super fluide et donc pour l'attention c'est difficile. Voilà. Mais on va se débrouiller, on va y arriver. Voilà, merci. Déjà on l'a traduit donc Alors, c'était pas mal. premier moment, je pense que c'est nécessaire de faire Non mais d'abord tu te présentes, tu dis qui tu es parce Voilà. que en fait moi je te connais mais elles ne te connaissent pas. Ça va. Donc commence par leur raconter qu'est-ce que tu viens faire ici, pourquoi tu es là. L'excuse, c'est le travail, mais depuis de ça, L'excuse, c'est il y le a autre travail. chose. Voilà, non, je m'appelle Fabien, je suis psychologue à l'Argentine et je suis colombien. Je suis membre de l'Effort du champ lacanien de l'école à l'Argentine, à l'Effort de Rio de la Plata, le forum de Rio de la Plata. Je suis spécialiste en psychologie clinique avec orientation psychanalytique de l'Université de Buenos Aires. Et je suis intéressé à travailler quelque chose qui je pense que sont importantes dans ces moments pour penser la pratique analytique d'aujourd'hui. Et le travail que je vais vous présenter, c'est un travail sur la question du corps dans l'analyse, dans les rencontres virtuelles. Quel est le lieu du corps dans la rencontre virtuelle? Si vous ne comprenez pas ce que je dis, s'il vous plaît. Si, ça va. Ça s'est compris? Voilà, ça. Voilà. Non, le premier, merci à Isabelle pour la gestion et pour la passion et pour beaucoup de choses. Nous, on s'est rencontrés aux rencontres internationales en Colombie il y a 6 voilà. ans à Medellín. Ça, Voilà. Et donc les rencontres internationales sont tous les 4 ans en Amérique du Sud. Et bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci à Dieu parce qu'avec les femmes, j'étais très inquiète. Je dis, oh là là. Michel Bousserou se déplace, il a son cabinet juste et sa maison juste à voilà. côté. Bienvenue, merci. Et il vient pour écouter ce que tu racontes. Voilà, merci. Voilà, c'est très Bienvenue. gentil d'être venu jusqu'à nous. Plaisir de vous voir ici. Voilà. Oui, c'est un vrai plaisir. C'était ce que j'étais en train de raconter. C'était le plaisir que c'est d'accueillir Fabien ici, alors que nous travaillons ensemble depuis 2 ans, mais uniquement par Internet. Et donc, ça manque de corps. Et donc, on va parler, justement, voilà, on travaille par Zoom, nous, tous les deux, toutes les semaines depuis 2 ans. Et en fait, le thème de son intervention, c'est autour de l'utilisation, puisque en Amérique du Sud, c'est très courant, semble-t-il, l'utilisation de Zoom. En fait, des séances par Zoom, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Nous, ici, on l'a découvert avec le confinement, mais ce n'était pas du tout une pratique à laquelle nous étions habitués. Ouais. Et donc, en préparation des journées internationales qui portent aussi sur la question du corps, il a préparé un travail autour de la question du corps dans l'utilisation dans la psychanalyse, en utilisant la question des moyens vidéo. Voilà, donc il a écrit son texte en espagnol, nous l'avons traduit, et voilà, on va essayer de le dire en français à la hauteur de ce qui est possible de comprendre avec l'accent, avec tout ça. Voilà, on va Sinon, ouais, je vais faire mes mieux essais. de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Voilà, merci pour la présentation, pour le préambule. Mon idée, c'est présenter ce travail pour pouvoir discuter entre nous et pouvoir poser quelques questions sur les lieux du corps dans le traitement en ligne ou à distance. Alors, le titre de mon travail que je vais vous présenter, c'est « Les sujets n'est pas sont les corps. Réflexion sur les traitements en ligne ». Alors, je vais commencer avec un petit préambule. Héraclite de Fès, vers 540 avant Jésus-Christ, affirmait que rien n'est permanent sauf le changement. Ceci est réaffirmé, aujourd'hui plus que jamais, avec la pandémie produite par le virus Covid-19, qui a mis en évidence la précarité et l'impuissance de l'homme et, surtout, la fragilité des constructions sociales, mais qui, de la même manière, a mis en évidence les progrès des moyens technologiques de communication. Depuis les enfermements institués dans les différentes villes du monde, les rencontres virtuelles ont pris le dessus,
rendant possible une des formes les plus efficaces et les moins risquées, du moins au niveau infectieux, des contacts avec l'interlocuteur. La prolifération, la diffusion et l'amélioration d'applications et de plateformes telles que Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype en sont en effet. Ça s'est compris, ça va? Oui. Voilà, très bien. Tu as bien répété. C'est dans ce contexte que se pose la question du statut du corps dans les rencontres virtuelles. Plus précisément, la question de savoir si le corps risque de disparaître du cadre analytique, autrefois caractérisé, comme on le verra plus loin, par les rencontres de corps. Cette question rejoint une autre série de 5 termes qui pourraient faire le titre de cette présentation. Il n'y a pas de corps, jouant sur la phrase lacanienne, il n'y a pas de rapport sexuel, ou encore, le sujet n'est pas la personne. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le corps est mis en question, un corps qui ne semble plus être requis pour faire du lien social, ou du moins pas dans sa totalité, dans sa dimension matérielle, tangible ou incarnée. Des corps qui ne semblent pas indispensables pour se lier à l'autre et qui, de plus, comme je l'ai pu développer dans un autre espace, se caractérisent par une forme singulière d'appropriation et d'appartenance, régie par les discours dominants de l'époque. Pardon, mais avec la R, c'est difficile pour moi. La question cruciale est la suivante. Est-ce que cette image et ces sons qui sont transportés par les supports électroniques et perçus par les récepteurs, c'est un corps? Si tel est le cas, ces corps qui nous interrogeons ont la particularité d'être soumis à une distorsion des limites de la vie privée et de l'intimité. Des corps qui, comme quantité de psychanalystes en Amérique du Sud, aujourd'hui, entrent dans la maison de chacun de leurs patients à travers d'un écran d'ordinateur ou de téléphone portable, qui entrent jusque dans leur lit, comme on me l'a dit, une passion. Aujourd'hui, je vous reçois dans mon lit, commentant les difficultés qu'elle avait à se connecter à l'endroit où elle le faisait habituellement. Tous ces paradoxes spatiaux ont conduit les patients à déplacer leur salle de consultation dans les salons, la chambre à coucher, la cuisine, la salle de bain, la voiture, les jardins, les parcs, etc. Ces variations spatiaux n'affectent pas seulement les patients, mais aussi les psychanalystes eux-mêmes, qui soit pour des raisons infectologiques, soit parce qu'ils ne veulent pas être seuls dans la salle de consultation, soit pour éviter les déplacements ou pour toute autre raison, travaillent depuis un lieu confortable de leur domicile. La survie des disciplines qui traitent de l'humain dépend de la manière dont elles pourront répondre à ce changement de paradigme culturel et donc de liens sociaux. Bien entendu, la psychanalyse a elle aussi été mise au défi par cette évolution. Il y a quelques années, la psychanalyse à distance, ou la psychanalyse en ligne, ou la téléanalyse, était une option. Mais lorsque nous étions au plus fort de la contagion du Covid-19, c'était la seule façon possible de mener une psychanalyse. Cependant, il existe toujours des détracteurs qui légitiment cette modalité. Passons en revue certains des éléments présents dans les débats sur l'adéquation, la nécessité et l'efficacité de ce nouveau mode de traitement.
Cette part, je la nommerai, de la nommer nostalgie de la matière. Au début du XXIe siècle, les mélomanes et les collectionneurs, merci, ont été fascinés par une invention qui a divisé l'histoire de la musique en deux. Le développement du format audio numérique. Avant les années 90, le seul moyen de lire de la musique était les vinyles, les cassettes ou les CD, qui devaient être lus sur des appareils tels que des platines, des chaînes stéréo ou des baladeurs. L'avènement du MP3 a suscité une grande nostalgie chez les mélomanes qui ont affirmé que la qualité du son n'était pas la même, que l'absence matérielle du disque signifiait que la musique perdait de sa valeur, que le secteur de la musique serait en déclin, qu'un grand nombre d'interprétations ne seraient pas accessibles, etc. Ça c'est compris parce que c'est un paragraphe difficile pour lire. Ah, ça va. Merci. La vérité est que les formats numériques et la prolifération des médias en continu ont apporté avec une série d'avantages pour les auditeurs. Amélioration de la qualité d'audio, diminution du coût d'obtention du chansons, accessibilité du contenu, variété des appareils de lecture, entre autres. Cela correspond à une nostalgie ressentie par un grand nombre de colères et de passions qui ont eu la possibilité de psychanalyser au sein de leur cabinet. Il soutient que la dimension du corps est vitale pour entrer dans le travail, le développement et la maintien de la psychanalyse et tout ce qu'elle s'implique. Tout ce que cela implique. Que cela implique. Bonsoir. Cela implique phénomène transférentiel, interprétation, association libre, etc. Il est ici possible de se demander si cette poussée vers le virtuel est un obstacle ou plutôt une opportunité nouvelle pour la psychanalyse. Je vais énumérer quelques-unes des plaintes les plus fréquentes des collègues concernant la psychanalyse à distance. Obstacle transférentiel, résistance accrue, disparition de l'effet du divan, complications de la communication, les retards, les appels interrompus, les bruits sont étranges, les interférences, la mauvaise réception, l'insécurité, hackers, la mise en œuvre du paiement électronique, les obstacles au moment de la coupure, les fractions possibles dans l'intimité, la moindre pudeur, l'exacerbation érotique transférentielle, le manque de signes non-verbaux, la promotion de l'imaginaire. Pour tenter de répondre la plupart de ces arguments, je présenterai deux conceptions je vais présenter deux conceptions de l'utilisation du corps du psychanalyste provenant de deux positions psychanalytiques différentes, tout en maintenant que la question sous-jacente est quel est le corps personnifié dans les rencontres virtuelles. Cette part, je l'appelle corpus psychanalytique. Je commencerai cette section par une citation d'un article écrit par une psychanalyste argentine
où est présentée la défense de la raison pour laquelle la pratique de la psychanalyse dans une modalité en ligne n'est pas considérée comme possible. Et commence la citation. L'incertitude se pose de savoir si les médiums gadgets par lesquels elle se réalise ne nourrit pas dans une certaine mesure les symptômes en privilégiant les fantasmes et la prolifération des imaginaires autour de l'autre. Puisque la présence tant de l'analyste que de l'analysant, leur corps, leur regard, leurs gestes, leur posture et leurs manifestations corporelles font défaut. En l'absence de toute cette présence qui historiquement faisait partie de la pratique qui fonde la psychanalyse, nous nous demandons si cette théorisation du dispositif analytique, pensée à partir de ces rencontres entre l'analyste et l'analysant, pouvait être transférée à ces nouvelles situations où les corps sont laissés à l'extérieur. Jusqu'ici la citation. Alors, quel est le corps est laissé à côté? Quel est le corps laissé de côté? Laissé de côté. Voilà. C'est une demande, c'est une question. À quel moment le corps physique, la chair, le tangible, est-il devenu une condition sine qua non pour mener une analyse? La voix et les regards sont-ils d'autres formes de corps différentes de la chair? Dans mon examen, j'ai trouvé des éléments provenant des positions théoriques différentes qui peuvent renforcer ces dogmes corporels. Les 4 settings et ce que j'appellerais la lecture matérialiste de Lacan. Alors, je vais demander si tu veux faire... Oui, après. Donc, la partie suivante s'appelle D, entre parenthèses, cadrage. Bien que Freud ne mentionne jamais explicitement le terme de setting, dans son texte « Conseil aux médecins dans le traitement psychanalytique » de 1912, nous pouvons retracer les antécédents de cette pratique, établissant une série de règles et d'indications qui jetteront les bases de l'introduction du terme par le psychanalyste Donald Winnicott. Pour Winnicott, le cadre correspond au support thérapeutique qui, outre le dispositif matériel, est formé par la psyché et le corps du psychanalyste. Citation. Nous partons du principe que le corps du cadre est une extension du corps de l'analyste, en plus de tous les fantasmes inconscients projetés dans cet espace, tant du côté de l'analyste que de l'analysant. Nous savons que lorsqu'un patient entre dans la pièce, nous ne sommes plus seuls et nous ne savons pas non plus en quoi nous allons être transformés. Fin de citation. Cette utilisation du corps est vitale dans la pratique de Winnicott. Nous le voyons dans beaucoup de ses formulations. Par exemple, pour le névrosé, le divan, la pièce chauffée, le confort peuvent symboliser l'amour maternel. Pour le psychotique, il vaudrait mieux dire que ces choses constituent l'expression physique de l'amour de l'analyste. Le divan est le giron ou le ventre de l'analyste, la température de la pièce et la chaleur vivante du corps de l'analyste, et ainsi de suite. C'est une citation de Winnicott. Oui. Un autre exemple encore, nous le trouvons ici, nouvelle citation. Le divan et les coussins sont là pour que le patient puisse les utiliser. Ils apparaîtront dans les idées et les rêves et représenteront le corps de l'analyste, sa poitrine, ses bras, ses mains, etc. dans une variété infinie de formes. Cette utilisation imaginaire du corps du psychanalyste est transversale dans l'œuvre de Winnicott. Sans vouloir critiquer ou invalider ces formes d'analyse, je considère qu'il y a là un précédent banal
un des précédents banals qui entrave la conception de la psychanalyse à distance, renforçant la place primordiale de la place du corps dans l'analyse. Voilà, merci pour l'aider. La petite pause. Voilà. La deuxième part, je l'ai appelée la personne du psychanalyste n'est pas son corps. En revanche, il y a, selon les orientations lacaniennes, certaines citations de Lacan qui ont donné lieu à diverses interprétations et qui ont remis en question la pensée unique. À cette occasion, je vous parlerai de deux citations qui sont assez connues et répandues dans les milieux psychanalytiques. La première, tirée du texte de la direction de la cure. Citation. Lacan doit, l'analyse doit, et Lacan aussi, je pense, l'analyse doit payer de sa personne en tant que, quel qu'il en est, il la prête comme support au phénomène singulier que l'analyse a découvert dans la transfert. Je pense que c'est une citation très connue de la direction de la cure. Dans un sens phénoménologique, on pourrait comprendre le corps du psychanalyste comme le support du transfert. Et logiquement, au moment où ce corps n'est pas là, les transferts tombent. Cependant, une autre lecture possible qui ne vise pas du tout à devenir la sagesse du texte peut être construite en lisant Lacan de l'année 1958 avec Lacan des années 1971 et 12. Ainsi, dans le séminaire 19, Lacan affirme, citation, l'analyse occupe légitimement la position du semblant. C'est la clé du problème. Les psychanalystes incarnent une fonction plutôt qu'une place. Il est un catalyseur au sein d'une formule subjective. Les psychanalystes, plus qu'une présence, est une vide, un lieu vacant, un objet A, qui au lieu de bloquer, met en mouvement les désirs, par les blablabla du sujet. Dans une analyse, la seule chose qui doit prendre forme est l'impossible de dire. C'est à moi ? Oui, jusqu'à... D'accord. C'est peut-être dans cette absence de la subjectivité du psychanalyste que réside l'essence de la psychanalyse. Cela correspond au conseil donné dans les écrits techniques de Freud, où il est recommandé aux psychanalystes de ne pas communiquer plus d'explications qu'il n'est indispensable. Se dire aux psychanalystes de se taire, venant du mythique « Docteur, taisez-vous, ne m'interrompez pas, laissez-moi parler » que Amy von Heim dit à Freud, montre que le corps du psychanalyste est filtré, ou plutôt infiltré, par sa voix, une voix que Lacan élève au niveau d'objet pulsionnel. Mais cette présence du psychanalyste, comme je l'ai demandé non innocemment plus haut, est présentifiée non seulement au niveau de la voix, mais aussi au niveau du regard. Un regard qui, pour Freud, peut dans certains cas s'avérer être un obstacle. Citation. Je garde le conseil de faire allonger le malade sur un divan, tandis qu'on s'assoit derrière lui, pour qu'il ne vous voie pas. Je ne tolère pas de rester sous le regard fixe d'un autre 8 heures ou plus par jour. Et comme en écoutant, je m'abandonne au cours de mes pensées inconscientes, je ne veux pas que mes gestes offrent au patient de la matière pour ses interprétations ou l'influence dans ses communications. Il est habituel que le patient prenne cette situation imposée comme une privation et se retourne contre elle, surtout si la pulsion de voir, ou voyeurisme, joue un rôle important dans sa névrose. Fin de citation. Ces conseils
ont presque établi un usage totémique du divan, faisant de celui-ci à la psychanalyse ce que le confessionnal est au sacrement catholique de la pénitence. Voilà. Troisième part. Encore. Encore. Point d'interrogation. Ouais. La deuxième citation de Lacan sur laquelle je me propose de travailler est tirée du séminaire ou pire. S'il existe un discours analytique, c'est parce que l'analyse d'un corps, avec toute l'ambiguïté motivée par ce terme, a installé l'objet A sur les sites de semblantes. C'est la citation de Lacan. C'est encore de la citation, il faut l'entendre entre la homophonie française de encore et encore. Homophonie qui correspond précisément au nom du séminaire de l'année suivante. Encore. Aujourd'hui, il semble que nous psychanalystes sud-américains, puissons être sourds à ces polyphonies que Lacan introduit avec tant de créativité. Un exemple de cette sordité est la prolifération de ce que j'appellerais la lecture matérialiste de Lacan, où les concepts prennent forme et sont réduits à ceci. Les sujets comme synonyme du patient, comme personne. L'autre Avec un grand A. Comment? Avec un grand A. Ah ouais. L'autre avec un majuscule comme partenaire. La jouissance comme incarnée et typiée. Une taxonomie de la jouissance. Je vais parler de la première part de les sujets comme synonyme de passion. L'enseignement de Lacan a un fil directeur, la non-ontologisation du concept. Il s'agit d'un point de séparation épistémologique avec Freud qui s'illustre le plus clairement dans les concepts d'inconscient. Pour Freud, l'inconscient est topique, dynamique et économique, alors que pour Lacan, c'est inconscient en acte parlé, ça parle, par l'être. Et ces conceptions sont transférées au champ du sujet. Pour Lacan, le sujet existe comme fait signifiant, dont il est fondé dans le champ de l'autre, avec majuscule. Citation. Le sujet n'est personne, dit Lacan. Que ce sujet qui est personne joue entre la citation est le sujet n'est personne, dit Lacan. Que ce sujet qui est personne joue entre une personne et y a personne. Le sujet n'est pas défini comme la substance corporelle ou résistance. Sa matérialité est entre les signifiants. Le sujet n'est pas le corps, mais il n'est pas sans le corps. Le sujet n'est pas l'individu. Il est le contraire, divisible, manquant, troué par les discours. C'est donc une condition sine qua non pour être structuré en immixtion de l'autre, dans l'immixtion de l'altérité. B. Bien qu'il ressente dans notre milieu que l'autre n'existe pas, c'est dans le sens qu'il n'y a pas d'autre de l'autre, comme le formule Lacan dans Subversion du sujet. Il n'existe pas comme garantie universelle, comme garant tangible, comme incarnation.
Il n'existe pas dans la mesure où il ne jouit pas. Cela nous amène aussi à penser le champ de la jouissance, non pas comme quelque chose de localisé, jouissance de, non pas comme un synonyme d'activité déplaisante, jouissance mortifière, non pas comme une taxinomie, jouissance autiste, jouissance masculine, jouissance sadique, mais comme un lieu dont le sens interdit, dit entre lettres, mal dit, finalement, constitué de la matière même du langage. La jouissance n'est pas substance, force ou énergie, mais signifiant. C'est une citation de Lacan. Revenons à la question, quel est le corps présentifié dans les rencontres en ligne? La voix et le regard ne sont-ils pas les deux formes dans lesquelles le corps du psychanalyste est généralement présent en séance? Et ces deux éléments ne sont-ils pas présents dans nos séances par Skype ou Zoom? Dans ce point de vue, il est possible de penser que les conditions d'une écoute analytique sont réunies. Une voix qui se fait entendre, une voix qui peut être interrompue, une voix qui peut laisser place au silence, un regard qui observe, un regard qui apparaît, un regard qui peut disparaître, un non-regard. La thèse que j'essaie de défendre est que cet aphorisme lacanien dans lequel on soutient que les psychanalystes occupent la position du semblant, prévient que le corps du psychanalyste a toujours représenté un lieu irréel, un lieu tacite, apparent, implicite, un acte de foi. De plus, le corps qui entre en analyse n'est pas le corps présent, c'est l'autre corps, avec toute l'ambiguïté de l'expression. En ce sens, le corps du psychanalyste n'est rien d'autre qu'une construction virtuelle du patient. Un corps qui exerce une fonction spéculaire, une image qui intervient à partir de la parole, une parole qui, comme l'indique Lacan, c'est une autre avec laquelle les psychanalystes payaient aussi. Une parole qui, comme l'indique Lacan, est cette autre avec lequel le psychanalyste paye aussi. Voilà, oui. Citation de Lacan, de la direction de la cure. Si la transmutation que ces mots de l'analyste subissent par l'opération analytique l'opération analytique les élève à leur effet interprétatif. Voilà. Et pour finir, quelques considérations finales. Le débat sur la psychanalyse à distance n'est pas conclu aujourd'hui. Un débat qui, si on y réfléchit, remonte à l'analyse épistolaire quasi mythique que Freud a eue avec Fliess, ou encore l'analyse de Petit Hans. Ça, en français, ça dit Petit Hans, voilà. Et parce qu'à l'espagnol, il y a deux traductions qui c'est Petit Hans, ou Pequeño Hans, ou Juanito. Petit Hans. Que Freud lui-même a effectué à travers une autre instance, c'est-à-dire sous la supervision de son père. Avec les approches présentées, nous cherchons à ouvrir un dialogue sur le travail du psychanalyse dans le siècle que nous vivons. Un siècle caractérisé par des liens virtuels et à distance. La doxe lacanienne affirme que
ce qui ne peut ni la subjectivité de leur temps à leur horizon, ferait mieux de renoncer. Invitant de manière éthique les psychanalystes à être à la hauteur de leur temps. Pour cela, les psychanalystes d'aujourd'hui devraient sûrement être formés à l'informatique et à l'utilisation des médias virtuels. Combien d'entre vous étaient experts dans l'utilisation des plateformes de vidéoconférences avant le confinement de 2020 et 2021? Le défi consiste à apprendre à utiliser les médias numériques, à faire exister l'inconscient en ligne, à manœuvrer avec ces variantes de liens sociaux et à opérer avec ces nouvelles formes de consistance de l'autre. Bien qu'il y a des bruits, des retards et des interférences dans ces formes de communication, dont on pourrait penser que ne sera qu'une question de temps avant les progrès de la technologie ne parviennent à les minimiser au point de le rendre imperceptible à l'oreille humaine. Ça sera la tâche des psychanalystes d'utiliser ces échecs ou ces erreurs à niveau de l'échec linguistique ou l'acte manqué, et utilisé dans les séances face à face. Bien sûr, avec certaines variations et nuances. On ne peut pas non plus nier que sous cette nouvelle modalité, il y a dizaines d'interventions de corps à corps qui sont limitées ou rendues impossibles, mais qui restent des interventions à niveau signifiant. Par exemple, l'intervention anecdotique de Lacan auprès de Suzanne Homel, qui après avoir écouté son récit d'un rêve angoissant, dans lequel la Gestapo venait chez elle à 5 heures du matin pour ramasser les Juifs, s'élève de son fauteuil et, s'approchant d'elle, lui faisait une caresse extrêmement tendre sur la joue. Par cet acte, il parvient à transformer le signifiant Gestapo en Gestapo, une caresse, une geste qui permet d'introduire les malentendus, ou plutôt un autre sens dans l'homophonie. L'imbébus, l'inconscient, est par essence une erreur, la une vue. Si les langages ne communiquent pas, la présentialité n'est pas non plus une garantie de communication. Ce n'est pas à cause de la distance physique que l'inconscient cesse d'exister. Cesse d'exister. Il y aura toujours des moyens métaphoriques de substituer ou de reconstruire des interventions corps à corps par les biais du corps virtuel, la voix et les regards. Les rencontres virtuelles est devenu un outil qui permettra l'analyse avec des patients qui se trouvent à une grande distance physique. Même ainsi, les séances à distance devront être évaluées au cas par cas. Car il y aura des patients qui, pour leur structure ou leur phénoménologie symptomatologique, ne pourront pas supporter l'absence du corps de l'autre ou se supporter dans la présence non physique de l'autre. Il y aura même ceux qui conçoivent que le non tangible n'a aucune valeur.
Il y en aura d'autres pour qui variant de l'analyse est facilité par des préférences subjectives ou par des conforts spatio-temporels. Ici, le psychanalyste devra définir en fonction des conditions et des besoins de chaque patient, ce qui convient le mieux à la particularité de chaque sujet. Elle pourra même alterner entre les deux espaces, le virtuel et le face-à-face. Il sera à la discrétion de chaque psychanalyste de manœuvrer cette modalité avec la formule singulière qui a toujours caractérisé l'éthique psychanalytique. Voilà. Merci pour les... C'était entendable. Ça s'est compris quelque chose? Tu as beaucoup répété, hein. Tu as beaucoup travaillé pour arriver à le dire aussi bien. Oui, c'est très difficile. La R, c'est difficile, mais j'espère que vous pouvez comprendre quelque chose. Et voilà, mon idée, c'est pouvoir parler de son expérience et continuer avec la question. Quel est le lieu de corps dans les rencontres virtuelles? À l'Amérique du Sud, comme le dit Isabelle, c'est une pratique aujourd'hui, jusque l'année 2020, commence à obtenir beaucoup de force. Alors, la parole est de vous. C'est une question que nous avions déjà discutée. Quand il y avait eu des journées européennes ici, j'avais hébergé Chantal Degris, qui est psychanalyste en Nouvelle-Zélande et qui a une pratique avec des patients qui sont en Nouvelle-Zélande ou qui sont en Australie et qui disait on est tellement loin que de toute façon on n'a pas moyen de faire autrement. Donc elle utilise ces moyens depuis longtemps. Mais Chantal disait, moi, tous les 2 mois maximum, il faut qu'ils viennent. C'est-à-dire que exclusivement du virtuel, le transfert s'étiole, le travail ne se relance pas et il y a besoin, disait Chantal, au moins tous les 1 mois et demi, 2 mois maximum, qu'ils viennent, on fait 2 ou 3 séances sur 2 jours, ils repartent et le travail est relancé. Mais elle disait, elle, que dans sa longue expérience, qu'il y avait besoin d'étapes dans lesquelles la rencontre physique, la consistance des corps était indispensable dans sa pratique pour que le travail dure. Je pense qu'il y a une significance que c'est difficile, que c'est à distance. Parce que, quelle est la distance qu'il y a? Parce que non nécessairement, Pas nécessairement. La distance physique implique une distance d'autre type, de type subjectif. Oui. Alors, à l'Amérique du Sud, nous sommes en train de repenser ou changer, de dire la psychanalyse à distance pour dire la psychanalyse virtuelle. La question est que tous les signifiants qui viennent à remplacer en ligne, c'est difficile aussi, mais je pense que c'est nécessaire de repenser la forme d'appeler la nomination de dispositif. Voilà, je suis d'accord. C'est-à-dire que la pandémie a introduit effectivement une sorte de généralisation de cette possibilité de se rencontrer à distance, en ligne, comme vous dites. Il y a 3 signifiants que vous utilisez, c'est en ligne, virtuel et distance, qui sont 3 signifiants qui sont tout à fait connectés entre eux, mais qui sont différents. Vous pouvez peut-être aussi distinguer en quoi les 3 signifiants ont une différence de sensibilité. Alors, effectivement, la pandémie, vous me comprenez à peu près ça? Oui, je comprends tout. Merci que tu parlais lentement. Oui, si parler lentement, je comprends tout. La pandémie nous a obligés, du moins la première période,
Voilà. En 2018, quand il n'y avait pas moyen, étant donné les dispositions prises, de se rencontrer à domicile, a obligé des psychanalystes à rencontrer leurs patients, leurs analysants, par téléphone ou par Internet, par Skype. Certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait, s'en sont abstenus. Il faudrait voir aussi comment ça s'est joué pour chacun. Moi-même, j'ai eu pas tous mes analysants, non, pas tous, quelques-uns, je ne sais pas, même pas la moitié, un tiers peut-être, avec lesquels j'ai pu maintenir le lien analytique par téléphone, essentiellement par téléphone, pas par Skype. Sauf dans les cas de supervision et de contrôle. Et pour moi, c'est une différence, si vous voulez, de pratique. J'ai beaucoup de contrôles, enfin, j'ai des contrôles, supervision, avec des analystes qui sont par la distance, pas du tout dans la région toulousaine, qui sont au Brésil, qui sont en Espagne, qui sont loin, hein, et avec lesquels je fais des rencontres par contrôle qui se passent très très bien. Il n'y a aucun problème pour moi. Je n'y discerne aucune difficulté, si vous voulez, dans la pratique de la supervision du contrôle. Mais c'est autre chose que la pratique analytique. Dans la relation analysant-analyste, je pense que c'est autre chose. Qu'il y a une autre difficulté. En tout cas, en pratique moi-même, je ne pratique pas, je ne continue pas après la Covid à maintenir des possibilités de séances à distance par Skype, par téléphone. Ou alors exceptionnellement, vraiment. Mais je n'ai pas maintenu cette pratique qui était devenue quasiment quelque chose communément admis pendant les quelques mois de la première période où on était cloîtrés chacun chez soi. Donc là, il y a un effet, je crois, de phénomène sociologique, de phénomène social, qui a fait que ça s'est prêté à ce genre de mise en place de dispositifs. Ça, c'est une chose. Mais vous témoignez d'une expérience qui est celle, pas simplement liée à l'époque de la Covid, mais qui est liée à une situation, disons, géographique, propre à l'Amérique latine, où les distances sont beaucoup plus grandes de ville à ville, et que pour aller voir son analyste, souvent c'est compliqué, beaucoup plus compliqué